Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Le cheminement de notre nation nous renseigne que l'indépendance chèrement acquise est certes un choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux. Celui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Elle est un combat continu qui exige notre unité, notre solidarité et notre engagement pour un avenir meilleur pour tous. Mes très chers compatriotes, cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du 4e cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Je me réjouis de célébrer notre marche collective vers la consolidation de la démocratie et la promotion de l'état de droit dans notre nation. Il est crucial que nous reconnaissions l'importance de ces valeurs fondamentales pour assurer une société juste, équitable et prospère pour tous. Mes très chers compatriotes, le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Mes très chers compatriotes, les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement.
je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles, telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population avec un budget cumulé sur les 5 ans représentant 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre des actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Honneur et courage aux vaillants soldats et combattants qui défendent loyalement la patrie au péril de leur vie. La nation ne vous oubliera pas. En cette période où notre nation est confrontée à des défis sécuritaires multiformes, j'en appelle à l'harmonie et à la cohésion de toutes les communautés pour unir nos forces, promouvoir la paix, le respect mutuel, afin de consolider la transformation socio-économique de notre pays. Debout, Congolais. Mes très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 restent globalement favorables, malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024 devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prix intérieurs. Mais, soutenus par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. À partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenus intermédiaires grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit, entre autres, de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer dès cette année 2024 le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerai contre infrastructure
qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructure permettra de relier le sud et le nord du pays. Cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. De même, dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Mboudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Ndjili. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national, et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime parmi les nations influentes du monde. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. La conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveaux dirigeants, à savoir Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la SENCO, et il travaillera avec Monseigneur Etienne Ongen, premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Malongue, deuxième vice-président. En pleine assemblée plénière, la SENCO a constitué une forte délégation composée notamment du cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, et des archevêques représentant les provinces ecclésiastiques pour présenter au chef de l'État
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la nouvelle équipe de la conférence épiscopale nationale du Congo, et échangé avec le père de la nation sur la situation du pays. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit le Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. La nouvelle équipe de la CENCO a aussi rassuré le président de la République de son ouverture de travailler avec le chef de l'État pour le bien de la population, a renchéri Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO. Le Saint-Siège et le Zimbabwe viennent d'accréditer leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires résidant en République démocratique du Congo. Les deux diplomates ont présenté tour à tour leur lettre de créance ce jeudi 27 juin 2024 au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une cérémonie solennelle organisée à la Cité de l'Union africaine. Premier à arpenter le tapis rouge déroulé pour la circonstance, Monseigneur Midza Lescovar. Bonjour Excellence. Bonjour Monseigneur. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous enseigner les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres de créance avec lesquelles je suis nommé par le pape François de nonce apostolique en République démocratique du Congo. Merci Monseigneur. Bienvenue. Nommé nonce apostolique en RDC le 15 avril dernier, en remplacement de Monseigneur Ettore Balestrero, ce docteur en droit canonique est né en 1970 à Crange. Le nouveau nonce apostolique d'origine slovène a fait ses débuts au service diplomatique du Saint-Siège en 2001. Monseigneur Lescovar était depuis 2020 nonce apostolique en Irak et archevêque titulaire de Bénévent en Italie. Âgé de 54 ans, il a eu des missions au Bangladesh, en Allemagne et en Inde. Son Excellence, M. David Sabaoke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe en République démocratique du Congo. Deuxième et dernier à être reçu, M. David Sigaouke est en général à la retraite. Le diplomate zimbabwéen connaît la République démocratique du Congo pour y avoir travaillé dans le cadre de l'opération Sovereign Legitimacy déployée sur le front Est à Mbujimayi et Cabinda en qualité de commandant de la brigade mécanisée. Au cours de ses 41 ans de carrière, M. David Sigaouke a gravi tous les échelons au sein de l'armée du Zimbabwe jusqu'aux fonctions de chef d'état-major général. Il est âgé de 69 ans. Les relations entre la Belgique et la RDC restent bonnes et imperturbables. Le ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique a été reçu ce samedi en audience par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. André Flao est venu exprimer au chef de l'État le soutien de son pays au programme de la RDC visant à soulager la misère du peuple congolais dans les différents domaines durant cette deuxième législature. L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous
le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la Première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour, à un rythme soutenu, répondre aux aspirations de la population. Concernant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'homme d'État belge a précisé que son pays n'est pas resté insensible face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et en ce qui me concerne, j'ai été au Parlement celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des ministres, premiers ministres à l'époque et ministres des Affaires étrangères pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du Congo. On ne peut pas à la fois être, et à juste titre, très sévère par l'agression par la Russie de l'Ukraine et rester insensible aux agressions du Rwanda contre le Congo à l'est, comme d'ailleurs on ne peut pas non plus rester insensible à l'agression d'Israël par rapport à la bande de Gaza. Il ne peut pas avoir deux niveaux de droit international ou d'application du droit international. Et donc je crois qu'il faut précisément maintenir en éveil là aussi cette attention particulière et surtout être au niveau belge les porteurs d'un message aussi au niveau européen pour que l'Europe ne soit pas distraite de ce qui se passe à l'est du Congo. L'ancien ministre est rentré satisfait de son entretien nourri avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Des observations d'ordre général, quitte à ce que, après que les amendements aient été déposés, il y ait un débat article par article. Et sur ces dispositions générales, on salue les grandes lignes qui ont été mentionnées dans la constitution du bureau, la question de la représentation en tenant compte de la configuration politique, y compris l'opposition, la représentation des femmes et les provinces, et moi j'entends ça ici comme l'espace politique, géopolitique de notre pays. Et ensuite, on a suivi tout ce besoin de transparence qui a été recherché dans le travail qui a été élaboré, transparence de gestion, et finalement quelques recommandations qui ont été faites. Moi je voudrais juste sur d'abord la question de la transparence, parce que au niveau de la page 8, l'article 19.23 nouveau, on parle du rapport de gestion qui doit être fait par le bureau provisoire. Je crois qu'il faut indiquer une périodicité parce que selon les missions du bureau provisoire, la dernière mission est l'installation du bureau définitif. Et donc voir à quel moment est-ce que présenterait ce rapport à l'Assemblée, je pense qu'il faut qu'il y ait une indication de périodicité pour que ce soit plus aisé au niveau de ce bureau provisoire. Premièrement. Ensuite, les deux autres remarques que je vais faire, c'est au niveau des recommandations sur l'accès. Autant qu'effectivement, il faut assurer un minimum de contrôle, il faudrait maintenir une accessibilité parce que le Parlement, finalement, est là pour servir le peuple et doit permettre qu'il y ait toujours des interactions avec cette population, indépendamment du contrôle qu'on voudrait instituer, ça reste quelque chose d'important. Et je crois que pour finir, c'est sur la recommandation faite sur la libre circulation des sénateurs. Je pense que ici le Constituant a voulu d'abord permettre justement cette libre circulation, que ce soit des députés nationaux, provinciaux ou même des sénateurs, à l'intérieur du pays principalement. Je le dis parce que à l'extérieur du pays, nous n'avons pas tous les mêmes règlements. Si à l'intérieur du pays, on n'a pas besoin d'un document autre que notre carte de légitimation et notre billet pour pouvoir nous déplacer, à l'extérieur, il est fait l'usage d'un passeport diplomatique et il y a une attention à donner sur l'utilisation de ce passeport diplomatique.
certains pays, des fois, à l'extérieur, exigent un document, soit d'un ordre de mission, lorsqu'on se déplace de manière officielle, ou d'une autorisation de sortie pour assurer de la qualité de la personne qui porte le passeport diplomatique, à moins que le sénateur à ce moment-là ne fasse usage de son passeport ordinaire. Et donc je crois qu'il y a une attention à mettre en ce qui concerne les déplacements à l'extérieur des sénateurs, en ce qui concerne les autorisations de sortie ou les ordres de mission, de manière à ce qu'ils ne puissent pas rencontrer des difficultés dans l'utilisation de leur passeport diplomatique à l'extérieur du pays. C'est juste une remarque que je voulais faire à la Commission. Je pense que pour le reste, je salue encore le travail abattu et qui va permettre, qui permet déjà qu'on ait une bonne base, en tout cas pour la suite du travail qui devra se faire dans l'adoption de notre règlement intérieur. Merci au président pour la parole qui m'a été accordée.